Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews Histoire de Timeline. Je suis ravi de recevoir pour la première fois Thomas Siroto, auteur et réalisateur, et Eric Pincas, journaliste et rédacteur en chef du magazine Historia, pour ce livre passionnant qui vient de sortir, Viking, enquête sur les femmes des terres gelées chez Talendier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et on fait un grand coup de chapeau à distance à Lucie Malbos, que j'ai eu la chance de recevoir plusieurs fois ici, qui est la caution scientifique et historiographique du livre, on peut dire ça. Oui, et puis la plume principale de l'écriture de ce livre. Alors justement, comment on fait quand on est trois pour écrire un livre? Moi, j'aime bien vous poser la question. Qui écrit, qui corrige, qui dit oui, qui dit non? Bon, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que tout démarre d'un film sur cette aventure, sur l'histoire des femmes vikings. Viking, la saga des femmes, un film qui est passé sur France 5 en mars 2024. Lucie Malbos était notre conseillère historique sur le film. Nous avions aussi une conseillère scientifique, Christina Ekero Eriksson, une chercheuse archéologue suédoise. Je préférerais vous laisser dire son nom. Voilà, Christina Ekero Eriksson. C'est pas les plus compliqués qu'on a dans le film. C'est ça. On va monter le niveau. Et Lucie donc apparaît dans le film comme experte à de multiples reprises. Et lorsque on a eu l'idée de faire ce livre, en fait, l'idée était que Lucie Malbos prenne la plume en se nourrissant de toute la matière que nous n'avons pas forcément pu exploiter dans sa totalité pour le film. Puis un film, c'est 90 minutes. Oui, et on avait des tonnes et des tonnes de rushs et d'interviews dont on n'avait pas encore, extrait toute la matière. Et du coup, Lucie s'est mise à l'écriture. Et puis nous, on a évidemment tout relu avec elle, a précisé des choses avec elle. On a vraiment, fait un accompagnement éditorial avec Lucie. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs, les livres qui accompagnent la sortie des documentaires. J'ai reçu pas mal d'historiens là-dessus. C'est notre deuxième en fait, ouais. Où on a tenté l'aventure. Justement, le premier, c'était Lady Sapiens, pareil, avec une enquête scientifique sur les femmes de la préhistoire. Et on a voulu reproduire cette même idée de poursuivre le travail de l'enquête, approfondir sur les femmes vikings. Ouais, je me suis servi de vos travaux, d'ailleurs, pour faire 3 émissions sur les femmes néolithiques, etc. Donc, les femmes de la préhistoire. c'est très bon. C'est quoi ce livre? C'est quoi? C'est un bonus? C'est un add-on? C'est pour aller plus loin? C'est vraiment un prolongement du film, puisque, encore une fois, dans un film, on est un petit peu tenu, et forcément par un temps donné, donc on peut pas tout dire, on peut pas tout raconter, et c'est vrai que sur les femmes vikings, il y a tout un renouvellement historiographique qui, depuis quelques années, permet aux historiens de revisiter cette histoire des vikings sous un prisme différent au travers des femmes qui ont été pendant très longtemps invisibilisées, occultées. Il y a eu un mouvement d'anthropologues anglo-saxonnes, on appelle ça les Women's Studies, dans les années 70-80, qui ont impulsé de nouvelles recherches pour mettre en place de nouvelles perspectives d'études. Et ce livre, du coup, rend compte un petit peu de l'état des lieux de la recherche historiographique sur le sujet, donc va plus loin, en effet, que le film initial, donc l'investigation initiale que nous avons conduite. Alors, ce qui est génial, c'est que le livre croise des sources écrites, alors les sagas, les lois médiévales, etc., des découvertes archéologiques récentes, on va en parler, la mythologie nordique, et puis les sciences modernes, l'ADN, l'ostéologie, la paléogénétique. C'est incroyable, ça. Il y a tout un tas d'outils qui ont été développés ces dernières années en archéologie et qui révolutionnent complètement cette science, en fait. Ouais. Parce que, auparavant, évidemment, les études génétiques n'existaient pas. On rappelle, le premier gène humain, c'est 2000, tout au tout début des années 2000. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est à peu près ça. Et la paléogénétique s'est énormément développée. Donc, on a ce nouvel champ de connaissances qui s'ouvre à nous. Et puis, il y a tout ce qui est analyse aussi via des scanners qui se sont développés et qui permettent d'aller vraiment au cœur des fossiles, au cœur des squelettes pour en découvrir les secrets, ce qui était absolument impossible à faire, ne serait-ce qu'il y a 15 ans. Oui, c'est vrai. On va en parler parce que pendant
pendant très longtemps, en fin de compte, les archéologues pouvaient se baser sur le matériel archéologique, le mobilier funéraire, mais qui ne pouvaient pas forcément nous apporter tous les renseignements sur qui était vraiment l'individu inhumé. Et du coup, la paléogénétique permet de préciser les choses, permet de retracer les mouvements de population, les brassages, les métissages. Donc effectivement, ça invite à une nouvelle lecture de cette histoire. Ouais, c'est assez génial. Et je fais une parenthèse pour montrer à quel point l'histoire va vite. C'est que effectivement, il y a 20 ans, on découvre la génétique, enfin l'ADN, etc. Aujourd'hui, les lycéens apprennent ça à l'école. Enfin, c'est clair. Une vitesse dingue, assez incroyable. Je refais juste un petit point là-dessus aussi par rapport aux avancées scientifiques. Donc on a dit la génétique, on a parlé aussi du scan, mais il y a aussi toutes les études qu'on appelle isotopiques, c'est-à-dire la chimie organique des fossiles, et ça nous renseigne sur le territoire sur lequel ils ont vécu, ceux qu'ils ont mangés, leurs habitudes donc quotidiennes et alimentaires. C'est extrêmement riche, et même leur croissance, puisque via ces indications, on peut savoir s'ils ont eu des maladies au cours de leur jeune âge, etc. Enfin, c'est absolument dingue, tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années que ces sciences ont évolué. Comme la dendrochronologie pour les arbres, c'est vrai que c'est assez fascinant. Moi, je trouve ça génial. Alors, votre récit s'ouvre sur la découverte majeure d'une sépulture féminine, donc prestigieuse, à Seyðisfjörður. Je le dis bien. Seyðisfjörður. C'est ça. Voilà, ça fait partie des tongue twisters du livre. En Islande, donc attribuée à une femme. Alors, au début, c'était pas si évident. Donc, attribuée à une femme de haut statut, c'est ça ? C'est ça. Alors, je refais un petit backup pour ça. Donc, on a découvert ce site. Il a été découvert en fait en 2019 c'est de l'archéologie préventive. Seyðisfjörður, c'est un petit village pas très grand, tout au nord-est de l'Islande, et qui sert justement à accueillir les touristes qui viennent de Norvège, du Danemark, avec leur camping-car pour aller visiter l'Islande ensuite. Et il se trouve qu'il y a des glissements de terrain assez nombreux depuis le réchauffement climatique, et donc ils veulent protéger la ville, et donc ils font de l'archéologie préventive. C'est Ragnhildur Throsadóttir qui est la chef de chantier de cette fouille. Ragnhildur Throsadóttir. C'est magnifique. Et avec une équipe d'une une trentaine d'archéologues, principalement des femmes. C'est aussi ça qui est une particularité en Islande. Il y a cette équipe-là, elle est principalement faite de femmes, et ils découvrent une maison longue et des tombes. Quatre tombes au départ, dont une tombe féminine. Ils savent que c'est une femme parce qu'il y a des éléments, il y a aucun ossement, en fait, très peu, c'est à peine un bout d'os qui doit faire quelques millimètres, parce que la terre, en fait, est très acide, et donc elle absorbe, elle dissout complètement cette matière organique. Mais il y a des objets, des morceaux de tissu extraordinaire, qui date de plus d'un millénaire, et donc l'enquête commence comme ça pour savoir qui est cette femme. Et en effet, cette femme a un statut un peu particulier qu'on peut voir justement grâce à ses vêtements. Parce qu'elle a des passementeries. Des passementeries, voilà. Mm-hmm. Très fine, avec une qualité de vêtements justement assez subtile, et ce qui témoigne de son statut. Et sa tombe n'a pas été profanée. Voilà, et sur les 4 tombes, c'est l'unique tombe qui n'a pas été profanée, ce qui pourrait indiquer qu'effectivement cette femme avait un statut un peu particulier, qu'elle était sans doute respectée dans le village dans lequel elle vivait, et ça a tout de suite effectivement intrigué, interpellé les archéologues. Effectivement, alors ce type de statut a un nom, alors que je vais peut-être vous laisser prononcer, de maîtresse femme, Husfreyja. Et Husfreyja, gardienne du foyer. Pas facile comme langue quand même. Oui, c'est ça, on a bien appris. Ouais. Alors c'est vrai que dans des cours de suédois en rapide. Parmi les objets qu'évoque Thomas, qu'on a retrouvés dans cette sépulture, on retrouve par exemple des ciseaux qui pouvaient servir au travail de la laine. On retrouve des pierres pour allumer le feu, des silex. Donc là aussi, le feu, c'est extrêmement symbolique dans le cercle familial viking. C'est symbole d'harmonie, c'est symbole de lien entre les vivants et les morts, et c'est souvent la femme qui allumait le feu. On a retrouvé des colliers, des perles. Qu'est-ce qu'on a retrouvé d'autre? Des clés. Voilà, des clés. Des clés. Une clé. Et ça, c'est très important, la clé, en effet. Oui, la clé, parce que c'est le
symbole justement de la maîtresse de maison, de celle qui détient la porte d'entrée de la alors maison longue comme on les appelle en viking, c'est-à-dire c'est des grandes bâtisses en longueur dans lesquelles vivait toute la famille, tout le groupe en fait. On comptabilise à peu près, d'après ce que nous disait Ragnhildur, entre 20 et 25 personnes qui se sont installées là à Célis-sur-Dur pendant... C'est le mode médiéval en fait. Oui, c'est ça, ils sont tous ensemble. Et alors, on a poursuivi l'enquête pour savoir justement qui étaient ces gens, comment ils sont arrivés, d'où venaient-ils. Et c'est ça qui nous a conduit à découvrir le statut de cette femme. Mais comment on en vient à faire un documentaire ? Comment on en vient à faire un documentaire sur les femmes vikings ou un documentaire Non, sur les femmes vikings, évidemment. En fait, on sortait de l'aventure de Lady Sapiens, donc un film sur les femmes de la préhistoire qui a été diffusé sur France Télévisions en 2021. Au sortir de cette aventure, on réfléchissait à d'autres projets de films documentaires où il y aurait des enquêtes archéologiques intéressantes à mettre en lumière. Et puis on avait aussi initié sur Lady Sapiens une collaboration avec la société Ubisoft de jeux vidéo au travers de certains de leurs jeux. En l'occurrence pour Lady Sapiens c'était Far Cry Primal, mais ils ont développé aussi toute une série de jeux dans la collection Assassin's Creed, et dans cette collection il y avait Assassin's Creed Valhalla, le Valhalla étant donc le lieu où les guerriers vikings les plus vaillants gagnent leur séjour d'éternité auprès d'Odin notamment, mais on parlera de Freya tout à l'heure parce qu'elle est souvent occultée à tort. Et du coup on a envisagé avec notre productrice et Ubisoft un nouveau projet. On se disait peut-être que sur les femmes il y a encore plein de choses à raconter, bien évidemment. Sur la période médiévale, pourquoi pas. Le Moyen-Âge de la période scandinave est assez particulier, surtout sur cette période 8e, 11e siècle qui est grosso modo la période viking. Et on s'est dit que sur les femmes vikings, il y avait certainement un certain nombre d'idées reçues à faire tomber, et puis surtout à leur rendre une juste place et d'apporter un nouveau regard sur ce monde viking qui, au travers des chroniqueurs médiévaux, au travers des auteurs de sagas, avait été largement soit occulté, soit mythifié, représenté de façon très héroïsé, et l'idée était de démêler le vrai du faux, et c'est comme ça qu'on en est venu à engager cette enquête avec cette découverte de ces dysphordures que Thomas a été le premier à relever. Le premier, je sais pas, mais en tout cas on a cherché un petit peu. C'est un peu la difficulté d'un documentaire quand on veut accrocher un sujet, c'est de se dire qu'est-ce qui le rend le plus actuel, qu'est-ce qui pourrait le rendre totalement contemporain, pourquoi le faire aujourd'hui, la question qu'on nous pose souvent en tant qu'auteur de documentaire. Mais pourquoi faire ce documentaire maintenant et pas dans 5 ans, ou pourquoi on l'a pas fait avant ? On l'a fait parce qu'il y avait justement cette ouverture, cette tombe féminine en Islande qui permettait d'accrocher le sujet et après de démêler la pelote pour aller comprendre qui étaient les femmes vikings, quel leur rôle, leur statut et leur place au sein des sociétés. Et puis c'est vrai qu'au début des années 2020, on était encore un petit peu, je dirais, au sommet de cette vague MeToo, avec cette nécessité de tout ça faisait partie d'un ensemble, j'ai envie de dire, où il y avait aussi cette nécessité de rendre aux femmes une place qu'on leur a longtemps enlevée dans l'histoire, hein, que ce soit, c'est pas spécifique au monde viking, hein, c'est spécifique, je dirais, à l'histoire universelle, et le sujet nous a semblé extrêmement riche et avec plein de choses à explorer, donc c'est d'accord. On n'a pas hésité. Et ça se fait de plus en plus. C'est quoi cette mode viking en ce moment, depuis 10-15 ans? Il y a viking, c'est une société très patriarcale malgré tout, mais ils ont tous, quand on voit les séries, les films, etc., ils n'ont rien compris aux femmes, en fait. Je suis pas sûr que dans la vie de tous les jours, ils comprenaient rien aux femmes. Hein. Non, je parle de ceux qui ont fait les films. Ah oui, on est d'accord. Ceux qui ont fait les films, d'accord. Pas des vikings en eux-mêmes. Je pense que le monde anglo-saxon, la vague viking, il me semble, vient d'abord du monde anglo-saxon. Les Britanniques ont subi, j'ai envie de dire, les vikings, les anglo-saxons. Les vikings sont venus chez eux, leur ont piqué du territoire, ils ont fondé même un royaume.
royaume, hein, le Downlow, un lieu où la loi des Danois s'applique, parce qu'ils l'appelaient à cette époque les Danois, même si c'est en fait tous les Scandinaves confondus. Donc ils ont, voilà, c'est pour eux, pour les Anglais, les gens du Royaume-Uni et puis les Scandinaves, les Vikings, pour eux, ça fait partie de leur histoire. Pour nous, en Europe, en France, oui, les Vikings sont venus, mais je pense qu'on est beaucoup moins sensible à cette histoire. Mais voilà, les Vikings, c'est Odin. Alors, il y a aussi, évidemment, les Marvel qui sont... Les Avengers, avec... depuis, beaucoup connaissent Odin. Hein, c'est ça, il y a Thor, il y a Thorgal, Odin, il y a la BD Thorgal. Donc, je pense que globalement, les Vikings sont passés d'une manière très populaire, en fait, dans cette... et ben voilà, je pense que la vague Viking, elle vient de là. Alors, on s'est greffé dessus... oui, c'est vrai, mais en même temps, s'il n'y avait pas eu un sujet intéressant et s'il n'y avait pas justement des éléments à dire, on aurait lâché l'affaire. Hein. Et notamment pour justement démythifier, c'est-à-dire que cette vague viking aussi, elle commence à émerger au 19e siècle, avec des dessinateurs, des peintres comme Arthur Rackham, mais qui véhicule un certain nombre de stéréotypes. On est vraiment dans un monde qui souligne vraiment la dimension très virile de cette société, très, très masculiniste, avec des femmes qui, elles, aussi répondent à des stéréotypes, des blondes aux yeux bleus, assez sexualisées, parfois certaines très capables aussi d'être des guerrières redoutables, parce que ça contrevenait en fin de compte à l'ordre établi tel que l'Église l'avait imaginé dans la représentation de la femme. Donc en fait c'est tout un imaginaire et c'est tout un corpus de mythes qui ont forcément donné lieu à une multitude de créations, parce que c'est un champ d'investigation pour les créateurs, les illustrateurs, les romanciers, absolument incroyable. Évidemment, puis on a Wagner, et puis on a... Wagner, effectivement, avec sa série de quatre opéras. Le Seigneur des Anneaux, enfin voilà. Ouais, avec les Valkyries, c'est Wagner vraiment. Ça mélange le monde celte, le monde scandinave. Je pense qu'il y a toute cette illustration. En fait, les Vikings ont laissé très peu de traces de dessins, de représentations. Donc il y avait un libre cours à quoi ressemblait le monde viking, des fantasmes. Et je pense que à partir de là, on a créé des visions, les Valkyries, ces fantastiques cavalières qui allaient récupérer les âmes des guerriers sur le champ de bataille. Le monde, ce fameux arbre Yggdrasil qui porte les 9 mondes, dont le monde des hommes, le monde des dieux, Asgard, tout ça. Évidemment, c'est une mythologie qui est extrêmement riche, extrêmement complexe, parce qu'évidemment, elle est mouvante, c'est pas quelque chose de fixe. Et je pense que ça a généré des fantasmes et des intérêts divers et variés chez les artistes, chez les auteurs. Et puis n'oublions pas non plus, et là pour le coup triste publicité, le rôle du Troisième Reich dans les années 30-40. Les nazis sont extrêmement, friands de mythologie. Friands de mythologie et surtout... dans leur théorie eugéniste, absolument infecte, s'appuie justement sur ces stéréotypes vikings, comme si la femme viking blonde aux yeux bleus, et on démontre nous dans le film et grâce aux études génétiques que tout ça ne tient absolument pas la route, elle représenterait cette femme viking, et notamment dans la politique eugéniste et les Lebensborn qui vont être mis en place par les nazis, où on va faire venir carrément des Norvégiennes pour mettre au monde des petits enfants blonds aux yeux bleus, des pouponnières, il y a eu une appropriation et une instrumentalisation du monde viking par les nazis, et ça aussi, à un moment donné, ça a participé de tout ce corpus de stéréotypes propres à cette culture. Ouais, c'est logique, effectivement. Il y a une belle iconographie, d'ailleurs, dans le livre, et où il y a cette image donc, de Freya la Belle, la lithographie de Rackham. Elle est belle, cette image, elle est magnifique, c'est vrai. Ça date de 1910, mais je suis tout à fait fan. Il faut rester prudent malgré tout quand on trouve une tombe comme ça. Lucie vous a dit ça. Est-ce que ce sont des conjectures encore aujourd'hui, ou est-ce qu'on est sûr et certain Parce que moi, quand je l'avais reçu, je l'ai reçu en 2021. La première fois, elle me parlait déjà de cette tombe-là. Alors, la première des choses qui peut être questionnée, c'est la datation. Il se trouve qu'on est en Islande, et la datation chez les Islandais, c'est hyper facile.
tout simplement parce que c'est une île volcanique et que régulièrement, pratiquement tous les 5 ans, il y a une éruption volcanique en Islande. Oui. Et donc, tous les 5 ans, ils ont des strates volcaniques qui permettent extrêmement précisément de tout dater. Et quand on va sur le site de Silfjordur, Ragnhildur, elle nous montre, alors ça c'est l'éruption de 952, ça c'est l'éruption de 957, enfin et eux ils ont un livre ouvert dans la Terre, hein, c'est incroyable. Donc ils sont extrêmement précis sur les dates. D'accord. Et donc on savait vraiment bien quand est-ce que ces différentes tombes, quand est-ce que ces personnes ont été enterrés et à quelle date. D'accord. Parce que, voilà. Et en plus, il y a des glissements de terrain, alors qui peuvent parfois venir fausser les choses, mais la stratigraphie, elle est vraiment extrêmement fiable et extrêmement précise. Donc, on avait des dates très précises sur toutes ces tombes et sur l'ensemble, je ne vais pas dire le village, mais les habitations découvertes autour. Et ensuite... les objets, tout ce qui est le matériel mobilier découvert dans les tombes ne fait aucun doute sur l'appartenance à la culture viking. Sachant qu'avant, il n'y a personne en Islande. Bien sûr. Donc, il faut forcément avoir un bateau pour y arriver. Et à l'époque, ceux qui s'intéressent à ces terres-là, c'est ce qu'on va découvrir, hein, ce sont les Norvégiens. Puisque ce sont les Norvégiens principalement qui ont peuplé cette terre d'Islande, venant de différentes parties de la Norvège, et s'arrêtant aussi sur les îles britanniques, les hybrides, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi je ne me souviens plus des noms, la géographie est un peu complexe dans la mer du Nord. Et on est en Irlande, bien sûr, et ils ramènent des femmes. Tu penses aux Orcades, non ? Tu penses aux Orcades ? Par exemple, ouais. Voilà. Okay. Mais ce qui est certain, c'est que on doit quand même faire œuvre de prudence, et Lucie nous l'a rappelé à plusieurs reprises, parce que lorsqu'on trouve des objets dans une tombe, se pose souvent la question de... C'est pas parce qu'on va trouver des lances, des flèches ou un bouclier, et je pense qu'en 2021, elle avait dû vous parler notamment de ça, Lucie, il y avait eu énormément d'articles, d'informations qui circulaient sur la fameuse guerrière de Birka, et ça pose un problème en archéologie et une problématique récurrente, à savoir que c'est pas parce qu'on retrouve tel ou tel type d'objet que ça garantit forcément la fonction de l'individu de son vivant. Donc c'est là-dessus qu'il faut ensuite croiser les sources, qu'il faut vraiment, rapporter toutes les pièces du puzzle pour être absolument sûr en ostéologie, en paléogénétique, en archéologie pure, pour croiser tout ça, faire des études comparatives aussi, etc., pour pouvoir avancer des hypothèses ensuite qu'on considère comme solides. Mais il faut avancer toujours de manière prudente et sans avoir cette tentation de la généralisation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va trouver une femme potentiellement guerrière que toutes les femmes vikings étaient guerrières, par exemple. Je suis d'accord. Ce qui est fantastique aussi, c'est que, et on le voit bien dans le livre, chaque objet trouvé dans les tombes, amène une connaissance. C'est l'art du tissage, donc on voit maintenant comment c'était fait, l'art de ceci, c'est ça qui est fantastique. Oui, alors moi je reprends l'exemple de Selissfjordur. Les premiers objets découverts dans la tombe, ça a été par exemple une pierre qui sert à aiguiser les couteaux, etc. Et cette pierre, elle n'existe pas en Islande. Elle vient d'un site en Norvège, et c'est un des indices qui nous permet de dire que cette femme était norvégienne. Ensuite, il y a la forme des broches qu'elle portait sur sa robe. Il y a les tissages, la passementerie, tous ces dessins-là qui déterminent une origine culturelle. D'autres éléments aussi génétiques. Alors là, il n'y avait pas d'ossements, mais sur d'autres tombes peuvent aussi indiquer des origines. Et puis on parlait des analyses isotopiques. Là encore, il faut avoir au moins des dents ou des os qui permettent aussi de connaître les origines. Donc avec tout ça, on peut dresser un portrait d'une personne. Évidemment, en fait, les objets découverts dans la tombe, c'est pas forcément les objets de la personne, c'est les objets que les vivants ont déposés dans la tombe pour apporter une forme de dommage à la personne enterrée. Et c'est sur les vivants que sur les morts. En fait. Voilà, en fait, ça prend plus sur les vivants que sur les morts. Et surtout, ça nous enseigne quand même quelque chose de fondamental concernant les femmes vikings.
c'est qu'elles voyageaient, c'est qu'elles accompagnaient leurs compagnons dans les conquêtes, dans les entreprises de raid ou de pillage. Le mot viking, il faut repréciser quand même, parce que ça, souvent dans le grand public, c'est pas forcément encore très clair. Les Vikings, c'est pas un peuple. Oui. Les Vikings sont des Scandinaves, mais pas forcément. Il y a des noms scandinaves qui peuvent être Vikings, parce que Viking, ça désigne avant tout une forme d'activité. C'est partir, c'est naviguer, c'est commercer, c'est pourquoi pas piller aussi. Vie, et c'est un mode de vie. Voilà. Ouais. C'est un mode de vie. Est-ce que vous vikinguez souvent, par exemple de moins en moins. En tout cas, pas à coup de hache. Et donc, dans le cas de la défunte de Cédis Fordure, le fait d'apprendre qu'effectivement les tissus qu'elle portait pouvaient provenir de Norvège, etc., ça nous renseigne justement sur les mouvements de migration, et c'est une preuve concrète du fait qu'elles naviguaient avec leurs compagnons sur tous les océans du globe, parce que la culture viking, c'est l'Europe du Sud, l'Europe de l'Ouest, c'est l'Asie, c'est l'Ukraine, c'est la Russie. Ils ont couvert un territoire extrêmement large. Y compris l'Amérique. Y compris l'Amérique, bien évidemment. Oui, justement, ça c'est aussi une découverte fantastique qui a été faite par une équipe à Groningen, qui a travaillé sur des morceaux de bois découpés par les Vikings sur un site découvert qui s'appelle Lansomedo, dans lequel on a découvert une maison longue à Terre-Neuve, sur la pointe nord de Terre-Neuve, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est à l'embouchure du Saint-Laurent. Et ce qui est formidable, c'est que les archéologues qui ont découvert ce site ont envoyé donc des morceaux de bois à cet institut de recherche à Groningen, et ils ont analysé via la dendrochronologie, donc la science des cernes de bois, puisque le bois croît en faisant des cernes au fur et à mesure. C'est comme ça que le tronc grossit, et donc en calculant le nombre de cernes, on peut calculer l'âge de l'arbre, en tout cas le nombre d'années. Et pour placer cet arbre dans le temps, on peut trouver, là encore, des marqueurs moléculaires à l'intérieur du tronc, du bois. Et il se trouve que les chercheurs savaient qu'il y avait des événements cosmiques à tel moment. Et ils ont repéré cet événement cosmique qui date exactement de 900 et des brouettes, je ne sais plus exactement, et 997, je crois. Et du coup, ça a donné l'âge de la coupe de l'arbre, qui est 1021. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Et on sait même quel temps il faisait, puisqu'en fonction de la taille de la... Exactement. C'est complètement fou, ce qu'on peut voir maintenant avec la science. Et du coup, vous avez travaillé avec la Suède, avec tous ces pays-là, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est ce que permet, évidemment, le film. Ça, c'est l'intérêt ce sera été très difficile de le faire pour uniquement un livre, parce que ça, évidemment, financièrement, c'est quand même assez important de se déplacer là-bas, de partager le quotidien avec les chercheurs, les équipes d'archéologues, de rencontrer dans les laboratoires les généticiens, les ostéologues, d'aller voir les objets, de se rendre sur les lieux. Tout ça, évidemment, coûte de l'argent. Et c'est essentiellement grâce au documentaire qu'on peut faire tout ça, et qu'on peut aller se déplacer sur site et participer et avoir cette connaissance du terrain, en fait. Ça, c'est exceptionnel. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est cette collaboration avec nos amis suédois. Et c'est pas un hasard si on a demandé à Christina Ekero Eriksson, qui était donc notre conseillère scientifique, de signer la préface de notre ouvrage aux éditions Talendier, parce que elle a été très importante pour nous guider sur ce qui pouvait être considéré comme un peu évident pour le public suédois, qui ne l'était pas forcément pour le public français. Il a fallu trouver cette balance, cet équilibre entre ce qui nous semblait important de révéler pour un public, latin, et puis chez les Scandinaves, des choses qui pour eux aussi aujourd'hui sont des vraies révélations, notamment concernant tout ce qui est métissage grâce à la paléogénétique, tout ce qu'on peut apprendre. Donc c'était très intéressant d'avoir cette collaboration et ces échanges de regards culturels, parce que ça nous a permis vraiment d'arriver à mettre le curseur pour pouvoir intéresser les deux publics. Et heureusement, les Suédois parlent anglais, ou est-ce que vous avez dû vous mettre aux Suédois Ils parlent très bien anglais. Ils parlent très bien anglais. Les Suédois parlent très bien anglais. On n'a aucun problème pour discuter avec eux. Mais par contre, on avait évidemment, comme le film et a une version suédoise aussi, on a une équipe en fait de production sur place qui est venue et qui, elle, échangeait en suédois avec les chercheurs pour que, logiquement, les chercheurs suédois parlent dans leur langue, et même aussi les Danois, quand on est allé au Danemark, pareil. Ce qui nous permettait d'avoir un échange
mélange à la fois riche et authentique. Et cette authenticité dont tu parles, Thomas, on l'a ressenti d'autant plus parce qu'on a aussi travaillé avec des reconstituteurs suédois qui ont construit une maison longue, dont on parle aussi dans le livre, qui reconstitue vraiment toutes les conditions de vie de l'époque. Et on a vécu autour des foyers pendant plusieurs jours à respirer de la cendre. C'était pas évident, à des températures, de la fumée et des cendres, sous des températures à moins 15 degrés. Ah oui, quand on est rentré, on avait l'impression d'avoir été fumé. Voilà. Nos habits, on les a lavés 4 fois avant d'enlever le. Donc c'était intéressant de toucher à cette réalité aussi, pour pouvoir mieux la retranscrire dans l'histoire qu'on raconte dans le livre. Parce que finalement, c'est pas la meilleure façon de vivre l'histoire, de on a vécu comme des Vikings, pendant une petite semaine, tout à fait, dans une maison longue. Alors on n'y dormait pas parce que c'est quand même assez rustique. Puis on était en plein milieu de l'hiver, on était au mois de février, donc bonne idée, il faisait moins 15 dehors. Oh, on était au mois de décembre. Mois de décembre, oui, c'est vrai, mois de décembre. C'était juste avant Noël. Et donc il faisait extrêmement froid. Et il y avait 3 heures de jour. C'est-à-dire que pour faire tous les extérieurs, il fallait qu'on se dise, bon, allez vite, on fonce dehors, on fait nos plans, et après, hop, on rentre à l'intérieur et on continue ce qu'on avait à faire, là, sous lumière artificielle. Mais donc, il y avait un vrai challenge, là aussi, au niveau du tournage. Mais par contre, on a pu sentir ce qu'était vraiment cette vie à cette époque-là, il y a un millier d'années. Il y a 1000 ans. Et, avec, en même temps, cette chaleur humaine. Il y a eu un moment, j'ai envie de raconter ça parce que c'était assez magique. Parmi ce groupe de reconstituteurs, il y avait des musiciens, et puis j'avais envie d'avoir des images d'une soirée typique viking, et ils se sont mis à jouer cette fameuse harpe viking, et ils ont tous chanté ensemble, et ça a été un moment un peu suspendu comme ça, un peu hors du temps, où d'un coup il y en avait qui jouaient, d'autres qui préparaient les repas parce que je voulais des scènes de quotidien, et du coup cette ambiance est née toute seule, tout simplement, et un moment de ravissement total. On a été plongé complètement il y a 1000 ans dans une immersion, vraiment une expérience immersive. Vous, homme de cinéma, vous devez connaître, il y a eu une vingtaine d'années, la BBC avait fait ça, avait plongé des historiens dans une ferme victorienne et les avait fait vivre pendant 1 an. Comme ça, mais comme à l'époque, avec interdiction d'électricité et tout, ils avaient tout filmé. C'était une télé-réalité intelligente, ce qu'on n'a évidemment jamais en France, mais ce serait intéressant de vivre ça, de voir ça. Je crois qu'il y a eu quelques expériences qui ont été tentées quand même en France, ou même au temps de Napoléon, des choses comme ça, le voyageur du temps, des émissions de bataille, pour vivre des expériences sensorielles. Parce qu'en fin de compte, l'histoire, c'est aussi, pour la vivre, c'est ressentir. Et c'est vrai que les reconstituteurs aujourd'hui, qui sont des experts, c'est pas des amateurs qui veulent se déguiser, ne dites jamais déguiser, ils se costument et ils reconstituent la vie d'antan, avec cette ambition justement de sentir les choses, de vraiment partager une expérience sensorielle et souvent intergénérationnelle. C'est ça qui est intéressant. Là, dans le reconstituteur, il y avait des gamins de 4-5 ans et puis des gens plus âgés. Du documentaire, c'est tout ce qui est justement reconstitution et puis famille complète avec des parents, des enfants, parce que faire tourner avec des enfants, c'est compliqué, surtout quand ils sont jeunes, etc. Là, on avait la chance, les reconstituteurs, en fait, ils vivaient sur le site et ils étaient avec leurs enfants, et donc il y a une réalité du coup qui s'est imprimée d'une manière extrêmement forte. Et puis ils ont vraiment envie de partager ça. Ouais, c'est une passion pour eux. Et alors l'hiver, ils vivent pas dans ce village parce que c'est quand même assez rude. Et puis c'est à 2h30 même plus de 3 heures de Stockholm. Donc c'est très très loin et très très haut. Mais l'été, ils sont là 4 ou 5 mois, quoi. Et donc ça se visite. Et ils se visitent, voilà, c'est exactement. Les gens qui sont dans la région viennent, visitent leur campement, et chaque année, ils améliorent, ils changent les choses, ils évoluent. Et en plus, c'est dans une nature qui est absolument sublime. Ouais, ça. Donc, et je pense que même pour Lucie Malbos, donc, qui elle est historienne, médiéviste, je pense que de nous avoir accompagnés parce qu'elle était sur le site, elle est venue sur le tournage. Voilà, de nous avoir accompagnés sur le tournage et d'avoir vécu cette expérience immersive, alors qu'un historien travaille essentiellement sur les archives, sur du papier, sur des sources écrites. Là, tout d'un coup, de vivre les choses, ça prend une autre dimension. Et j'espère que ça se ressent aussi dans le livre du coup que Lucie a rédigé. Donc, on n'en sait plus sur ces femmes, sans forcément rentrer trop dans les détails, puisque c'est pas vous les historiens en fait. Mais bon, vous avez. Nous, on est des passeurs d'histoire, on est des passeurs de connaissances. Bon, elles faisaient la guerre, ces femmes, ou pas?
Ça, c'est la grosse question. Bah oui, c'est l'immense question qui, en fait, d'où ça vient cette histoire? Ça vient du fait que, oui, on a découvert à Birka une tombe, voilà, la fameuse BJ 581. C'est ça, en 1878. Voilà, merci pour le. Merci. J'étais là, est-ce qu'il est capable de le dire? Et dans cette tombe, on a découvert un squelette, hein, évidemment, avec un armada d'armes absolument très impressionnant. Oui, tout un arsenal, des flèches, un bouclier, une hache, des chevaux sacrifiés. Voilà, 2 boucliers, enfin vraiment, on se dit, mais... Et pendant pratiquement un siècle, on s'est dit, c'est un guerrier, quoi. Et un jeu de stratégie. En os de balai. Donc c'est un guerrier formidable, aucun doute là-dessus, un valeureux gars qui a été enterré avec ses armes. Et en fait, dans les années 2000, hein, oui, il a fallu attendre effectivement la génétique là va tout transformer, puisque on découvre que en fait non, c'est une femme. Et ça, parce que, on peut pas se tromper, quoi, là-dessus. Ils ont refait, d'ailleurs, on a rencontré l'équipe de généticiens qui a travaillé là-dessus. Ils ont refait plusieurs fois les tests, parce qu'on n'annonce pas ça comme ça. Et ça a évidemment fait l'effet d'une bombe. Ouais. Parce que dans le milieu des archéologues vikings, dans le monde viking, on n'imaginait pas du tout que ça puisse exister. Donc à partir de là, évidemment, alors, parce que si c'était un homme, pas de problème, c'est un guerrier, mais si c'est une femme, alors là, est-ce que c'est un guerrier ou pas? Évidemment, tout le monde s'excite là-dessus. C'est assez rigolo, d'ailleurs, on voit la différence de traitement à partir du moment où on découvre que c'est une femme. Évidemment, la communauté est très partagée là-dessus, sur l'interprétation. Ce qu'on a dit, évidemment, c'est pas parce qu'on découvre une épée dans une tombe que forcément la personne est un guerrier. Là, il y a quand même un faisceau de présomption. De présomption, ouais. qui tente à penser qu'elle avait à voir au moins avec la guerre. Alors, elle n'a pas de marque de blessure avec des armes. Donc, est-ce qu'elle a combattu? C'est la grosse question. Et on a posé la question, est-ce que c'est pas des armes qui auraient été placées dans sa tombe pour la préparer à ses combats dans l'au-delà? Donc il y a pas mal d'interprétations qui ont été avancées. Ou est-ce que c'est une chef de guerre? C'est en fait ces guerriers qui la suivaient, qui lui ont offert en fait toutes ces armes. Puisqu'encore en fois, on dit que les objets de la tombe, c'est les vivants qui, par respect, par hommage, ont déposé ces éléments dans la tombe. Donc, on sait dans les sagas, il y a quelques chroniqueurs, quelques auteurs chrétiens qui, du XIIIe, XIVe siècle, ont dépeint des héroïnes, des guerrières. On peut citer Thornborg, Hervor, et puis la plus connue, Lagertha. Lagertha qui est l'héroïne de la geste des Danois, écrit par Saxo Grammaticus. Ensuite, pour confronter ces sagas à la réalité des faits, effectivement, les sépultures peuvent nous renseigner et nous apporter un certain nombre d'éléments. On sait que les femmes accompagnaient les guerriers, notamment sur un site en Angleterre, à Repton. On a retrouvé un ossuaire avec plusieurs centaines plus de 300. Plusieurs centaines d'ossements. Particulier, Repton. En fait, lors d'une fouille à côté du presbytère, dans les années 70, fin des années 70, toute une équipe qui cherche et découvre une salle, un ossuaire, mais un ossuaire chrétien. Et donc, au départ, il se pose la question de savoir d'où vient ce truc-là et qui sont ces personnes qui ont été déposées là. Il se trouve qu'à côté, il trouve une tombe, et cette tombe-là, c'est un guerrier viking. À partir de là, on essaie de trouver des conjectures, et on sait qu'il y a eu une bataille, pas très loin, qui a été chroniquée, entre les Vikings, la grande armée viking, ce qu'on appelle à l'époque cette masse qui s'est constituée entre 865 et 876, pour donner quelques repères chronologiques, et la bataille de Repton, on est en 875, 876, dans ces eaux-là. Je vais te laisser avec les chiffres, Eric, je te fais confiance. Donc voilà, on sait qu'évidemment, il y a beaucoup de morts, les Vikings perdent dans cette bataille, et donc le sol est jonché de cadavres.
Kat Jarman reprend l'étude de ces ossements plus de 40 ans plus tard. Il y avait 264 personnes dans cet ossuaire, donc je ne sais pas combien d'ossements ça représente. Mais on sait qu'en tout cas, il y avait 20% d'ossements qui étaient des ossements de femmes. D'accord. Voilà, c'est ça quand même l'information importante. 20% d'ossements de femmes. En analyse ostéo, quand ils mesurent et ils regardent et tout, etc., ils définissent un nombre de femmes. Et dans ces femmes, ils savent, par l'analyse justement encore moléculaire, là, les fameux isotopes, eh bien, on sait qu'il y en a certaines qui viennent du monde scandinave. Donc, on a la preuve là que dans l'armée, au sein de la grande armée viking, il y a des femmes. Alors, la question, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'elles y faisaient. Oui. Donc, on a d'une part la preuve de cette tombe BJ 851 à Birka, en plein milieu de la Suède, et aussi des preuves de présence féminine en Angleterre, dans la grande armée. Alors, je précise, c'est BJ 581. Pardon, c'est pas je me trompe. J'inverse les chiffres. Parce qu'effectivement, comme dit Thomas, elles sont là avec la grande armée, mais est-ce que pour autant elles étaient guerrières ? Peut-être étaient-elles simplement des épouses qui accompagnaient leur mari qui garroyaient, des cantinières, ou alors on sait qu'aussi dans les armées, il y avait des prostituées, il y avait des esclaves. Donc la question se pose, il n'y a pas de réponse définitive. Ouais, en tout cas, là encore, elles voyageaient et elles étaient même présentes sur les champs de bataille. Ouais, ça c'est important. On a parlé rapidement tout à l'heure de la mythologie, on peut en parler, Freya, oui, bien etc. sûr. Parce que ce qui est étonnant, c'est que cette mythologie qui est incroyable, que beaucoup effectivement découvrent avec les Avengers et consorts, mais... moi je trouve ça très bien, parce qu'en fait, cette culture populaire amène à la culture historique. Il ne faut pas renier et dire, oui, en fait, il y a un vrai plaisir pour un artiste de s'accaparer une mythologie et puis d'en faire un peu ce qu'il a envie. Si c'est bien, il en a du succès, tant mieux. Et surtout, ça attire les gens vers la vraie histoire, vers ces connaissances-là. Et du coup, connaître son passé, c'est connaître qui on est. C'est toujours la même histoire. Pas du tout, au contraire, je trouve ça très très bien. Non, j'allais dire, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec cette énorme mythologie, ils sont très rapidement devenus chrétiens. Oui, c'est-à-dire que alors, déjà sur la mythologie, juste un stop là-dessus. Pendant très longtemps, c'est l'image masculine qui dominait. C'était les dieux mâles qui dominaient. Odin, Thor, Frey. Et puis petit à petit, alors que dans les, là je parle des sagas scandinaves et dans la mythologie scandinave, il y a des figures incontournables. Freya qui elle-même accueille aussi une partie des guerriers. On parle du Valhalla, mais elle a son royaume aussi, Freya. Le Sessrumnir, où elle accueille aussi au sein de son royaume une partie des guerriers morts au combat. On peut citer aussi Frigg, Idun, d'autres grandes figures mythologiques. Les Norns, ce sont des tisserandes, on les appelle les fileuses du destin. C'est elles qui, dès votre naissance, déterminent le destin des hommes. C'est quand même pas rien. Et effectivement, jusqu'au 10e, 11e siècle, c'est ce paganisme, d'une certaine manière, qui va dominer. Puis progressivement, à partir du 9e siècle, 10e siècle, le christianisme arrive petit à petit en Scandinavie, le christianisme étant la religion du Moyen-Âge occidental. Et on va observer une forme de cohabitation pendant un certain temps entre le christianisme qui commence à imprégner la culture scandinave et le paganisme. Dans certaines tombes, par exemple, on retrouve ce qu'on appelle des bâtons de Volva. On va peut-être en parler, des volures, les fameuses prophétesses scandinaves qui côtoient, par exemple, des petits pendentifs avec des figures christiques. Il y a comme ça une forme de syncrétisme, d'association. Freya, d'ailleurs, devient une forme de Marie, en fait. Exactement. La chrétienté va accaparer cette mythologie et via les femmes. La faire sienne, via les femmes. Via les femmes, parce que les missionnaires, en fin de compte, lorsqu'ils sont dans leur logique d'évangélisation, eh bien, vers qui ils se tournent en premier ? Vers les femmes. Les femmes, c'est celles quand même qui sont un peu, je dirais, symboles de stabilité, qui tiennent le foyer, on l'a dit tout à l'heure avec les fameuses Husfreyja, c'est celles qui transmettent à la fois la connaissance, les savoir-faire, et puis aussi la spiritualité à leurs enfants. Donc elles sont vraiment vecteurs de transmission, et elles ont été fondamentales dans l'avènement du christianisme. On peut par exemple, je sais pas, raconter si on a le temps, l'histoire d'Estrid, Thomas, qu'on a retrouvé dans le plan en Suède. C'est une histoire assez incroyable. C'est grâce justement à notre collaboration avec les Suédois qu'on a découvert, nous en tout cas, cette histoire d'Estrid. Estrid était connue d'abord par les pierres runiques qu'il y a dans une région pas très loin de Stockholm. Alors c'est quoi les pierres runiques en fait ? C'est des marqueurs de territoire.
il y a une transformation du territoire à partir justement du moment où la chrétienté commence à s'installer en Scandinavie. Siècle, avant, on enterrait ces morts sous des tumulus. Donc on faisait des tas, et il y en a des énormes à Uppsala qui font plus de 13 mètres de haut. Donc c'est très impressionnant, évidemment. Il peut y avoir des bateaux entiers dessous, c'est comme on a découvert en Norvège. Et ce sont des marqueurs de territoire. C'est pour dire ça, c'est chez moi. Mon territoire, voilà. Et j'y enterre mes ancêtres. Et comme vous pouvez le voir, et plus c'est haut, plus c'est impressionnant. Donc plus on peut les voir de loin. Et donc à partir du moment où vous voyez un monticule, ça appartient à quelqu'un. Sauf que on décide de faire autrement. À partir d'un certain moment, on décide de poser des pierres, parce que les tombes ont changé. Et surtout, les tombes, elles sont horizontales, on les voit pas. Mais parce que on n'enterre pas de la même manière les tombes, les chrétiens que les Vikings, entre guillemets, ou en tout cas les Scandinaves de la période antérieure. Donc les tombes ne sont plus des marqueurs de territoire. Donc on va marquer le territoire différemment avec des pierres uniques. Et sur ces pierres uniques, on marque des choses. On dit j'ai construit un pont, j'ai posé cette pierre parce que voilà. On rend hommage à ces disparus. Et ce qui va être le cas d'Estride notamment. Estride, oui, mais Estride signe ses pierres de son vivant. Elle dit c'est mon fils qui a fait ci, c'est mon mari qui a fait ça. D'accord, c'est pas les vivants qui mettent ça quand la personne est morte en fait. Non, ça n'a rien à voir. C'est totalement déconnecté d'une sépulture, etc. Et il se trouve que on peut retrouver sur ces pierres le nom de ces pierres tombales, le nom d'Estride sur ces pierres tombales sur à peu près 70 ans. Et ça, c'était connu, c'est dans une petite région qui s'appelle Jarlabank. Et donc, là-dessus, Lars Anderson, qui est un archéologue, fait une étude préventive pour la reconstruction d'un pont, d'une route moderne. Et donc, il fait des sondages, et en faisant ce sondage, il découvre une sépulture. Avec une femme, avec un squelette à l'intérieur, et puis des objets qui l'interpellent. Donc, il est juste autour, mais à une centaine de mètres. Les fameuses pierres runiques avec le nom d'Estride. Et des symboles chrétiens, ça il faut le préciser. Voilà, et des symboles chrétiens, des croix qui montreraient que cette Estride était chrétienne. Voilà, ça, il faut bien. Il y en a une qui est très intéressante, en effet. Il y a une croix et il y a autour le fameux serpent qui entoure Midgard, donc le monde des hommes. Et donc le serpent entoure la croix du Christ. Ça veut dire quoi ? C'est très symbolique. Ça veut dire que aujourd'hui, à cette période-là, les Scandinaves considéraient que le monde, Midgard, gardé par ce serpent, était devenu chrétien, puisque c'était la croix. Donc ils font une analyse, ils récupèrent ce squelette, et puis les objets, ils font des analyses dessus, et ils s'aperçoivent que l'âge du squelette correspond à peu près à l'âge... 1070-1080, donc le moment où on perd la trace d'Estride, donc elle serait morte vers 70 ans, 80 ans, entre 70 et 80 ans. L'âge des os du squelette correspond à une femme, puisque le bassin est assez ouvert, donc elle a eu des enfants. Il y a des traces comme ça ostéologiques. On sait qu'elle a eu au moins 7 fils. Oui, on peut voir les enfants. On sait qu'elle a eu au moins 7 fils. Et puis, il y a d'autres objets dans la tombe qui permettent de décrire son histoire et qui ont interpellé les archéologues parce qu'il y a 2 pièces de monnaie qui sont très particulières. Il y en a une qui vient de la région de Bâle, en Suisse. Donc, c'est pas à la porte à côté quand même quand on est à cette époque-là et qu'on voyage. Et il se trouve que à côté de Bâle, il y a un monastère, le monastère de Reichenau, dans lequel, par chance, on a gardé les registres des gens qui venaient visiter en fait l'abbaye. Et il y a plus de 500 noms, je crois, de Suédois dans ces registres. Manifestement, c'était un pèlerinage que les Scandinaves de cette époque faisaient assez régulièrement. Et il y a 3 noms, Estride, Sven et Østen, à une page de ce fameux registre, qui font le lien avec cette sépulture découverte. Et en l'occurrence, Estride, un de ses époux. Voilà, son époux Østen et son fils Sven. Voilà. Alors, qui des 3 a été à Reichenau ? Est-ce que c'est les 3 ? Parce que souvent, à l'époque, quand on participait, quand on venait dans un monastère, on mettait son nom, mais aussi le nom de ceux à qui on voulait faire une prière, laisser un témoignage. Donc, c'est tout à fait possible que Estride elle-même ne soit pas forcément allée à Reichenau, mais que son fils ou son père, son mari, était là. Et c'est comme ça qu'elle a récupéré probablement la pièce qui se trouvait dans la tombe à Jarlabank, à une 50aine de kilomètres de Stockholm. Donc
c'est à vrai une histoire assez extraordinaire d'enquête archéologique qui permet 1000 ans plus tard. Et de raconter toute une histoire. Voilà, sans aucun... De cette transition du paganisme au christianisme. Voilà. Un exemple concret. C'est très rare de pouvoir poser un nom sur un squelette découvert sans aucune autre marque d'identification. 1000 ans plus tard, c'est assez fantastique. Ouais, ça me fascine, on pourrait vous écouter pendant des heures, c'est génial. Vous connaissiez rien au départ ? On est parti un peu de loin. C'est vrai que le monde viking, c'était pas notre spécialité. Nous, c'est vrai qu'avec Thomas, depuis quelques années, on était beaucoup plus spécialisé en préhistoire, sur le paléolithique. Et du coup, c'est vrai que c'était intéressant de partir en néophyte, justement, parce qu'on s'est posé toutes les questions auxquelles on pense que le grand public voulait avoir des réponses. Donc on est parti en toute humilité, on avait tout à apprendre, et puis petit à petit, on s'est construit à tout un corpus de connaissances, et puis encore une fois, l'aide indispensable de Lucie Malbos, qui a été notre guide tout au long de l'aventure. Et de Christina, bien sûr. Et de Christina. Dévoiler une part des secrets, justement, du monde viking en Scandinavie. Il y en a d'autres, des histoires. Il y a la reine d'Aska aussi, qui est une histoire incroyable, la dame de la montagne en Islande. Tout est dans le livre. Tout est dans le livre. Je voulais juste mettre un mot quand même sur le rôle incroyable des femmes dans le fait de viking. On parle que viking, c'est une activité donc qui consiste à aller à traverser la mer, à aller à l'étranger. Sans les femmes, il n'y aurait pas de viking. Tout simplement parce que c'est elles qui tissaient les voiles. Et justement, on est allé rencontrer des spécialistes au Danemark, Ida Demant et... aide-moi Eric. Eva Andersen-Strand. Merci. Eva Andersen-Strand, qui travaillent justement en archéologie expérimentale, qui reproduisent des tissus des femmes vikings, parce que c'est les femmes qui tissaient évidemment principalement les tissus, voiles. Les voiles. Et là, on se rend compte à quel point, d'abord, c'est une activité quotidienne qui prend énormément de temps, qui demande un savoir-faire surprenant. Moi, j'en avais pas la connaissance et je ne me rendais pas compte de ce que ça représente. Aujourd'hui, on est en fast fashion, on peut acheter des trucs extraordinaires pour 3 fois rien et qui sont fabriqués en 2 temps 3 mouvements. Mais à l'époque, un tissu, c'était des heures et des heures et des heures de... Juste quelques chiffres. On fait court. Impressionnant. Pour 120 mètres carrés de voile, c'est 150 kilos de matières premières, 600 jours pour préparer la laine, 385 jours pour filer 154 km de fil. On va dire qu'au final, pour une voile donc qui ferait 120 mètres carrés, c'est 7 jours de travail, 8 heures par jour, ce qui représente pour une seule personne 3 ans et demi de boulot. Donc, c'est monstrueux. Et de ce fait, évidemment, ça pouvait pas se faire qu'avec une seule personne. Il y a eu carrément des manufactures de voiles dont on a des traces archéologiques aujourd'hui, avec une population servile, ou tout au moins de basse extraction, qui participait de ce savoir-faire. Mais en même temps avec un savoir-faire, parce que de cette expertise. C'est pas, n'importe qui ne peut pas tisser la voile des navires vikings, parce que il faut, pour que la voile se tienne, et pour qu'elle soit solide, qu'elle puisse accepter des vents très forts et voire des tempêtes, il faut qu'elle soit régulière. S'il y a des endroits où elle est imparfaite, où elle est moins bien tendue, elle va se déchirer, ça va être une catastrophe. Donc c'est essentiellement des femmes qui vivaient là, qui avaient cette expérience, acquis avec probablement leur mère, leur grand-mère qui leur apprenait ça. Et alors oui, on a en effet à Héritseux avec Sarah Croix qui nous a montré ces fontes de cabanes, ce qu'elle appelle. Alors pour un petit récap, on est au Danemark, sur le Jutland, un petit peu, pas très loin de la frontière avec l'Allemagne. Et dans cet endroit, il y a une colline. En haut de la colline, il y a une très belle maison longue, entourée de fermes. Donc là, c'est vraiment le lieu de la seigneurie. Il se trouve qu'on n'est pas très loin d'un bras de mer, et de haut de cette colline, on voit la mer. Donc probablement un petit royaume qui détenait les clés de ce bras de mer, qui faisait peut-être payer le passage des bateaux, et donc lié très fortement avec le commerce et les échanges. En bas de cette colline, il y a ce que Sarah Croix appelle des fonds de cabane, c'est-à-dire... des petites bâtisses avec des fonds circulaires de 4 mètres de diamètre. Oui, c'est assez petit. Et à l'intérieur, on a retrouvé tout ce qu'il faut
pour faire du tissage. Donc des pesons, des fusailles. Voilà, des fusailles. Donc c'est des éléments soit pour filer le fil, soit pour au contraire tisser. Et il y en a une cinquantaine, je crois. C'est assez impressionnant en fait. Et on se rend compte on est pas tout à fait dans un mode industriel, mais dans un centre de production de voiles à la chaîne, sur des ouvrières, hein, parce que probablement c'est pas les mêmes statuts ces femmes qui travaillent en bas de la colline que celles qui vivent au-dessus. On sent pas d'échelle. Ouais, ben là, là, la hiérarchie se voit carrément d'une manière géographique, quoi. Mais on se rend compte la quantité de travail et ce que représente justement cette production de voiles. C'est pour ça que je voulais vous recevoir, parce que vous avez fait un vrai travail d'historien, finalement, d'enquêteur. Vous êtes certes avec Lucie, mais vous en parlez comme des historiens. Vous êtes c'est un compliment, en tout cas. C'est un compliment. On le reçoit comme un compliment. On le reçoit comme un compliment. De diplôme, en tout cas, pour en savoir plus. Viking, enquête sur les femmes des terres gelées chez Talandier, Thomas Siroto, Éric Pincas et bien sûr Lucie Malbos, l'historienne. Messieurs, vous êtes formidables. Le prochain, vous avez déjà une idée ou... on a quelques pistes. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour vous en parler parce que on est en train d'y travailler. Et puis toujours un binôme entre guillemets, documentaire, bouquin ou... Rien n'est écrit d'avance, mais voilà, si l'aventure est belle, on le souhaite. On le souhaite, ouais. Bon, vous connaissez l'adresse maintenant. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci.